Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement! Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, à Carnet de règles, on continue l'explication du jeu, Vampire la Mascarade 5e édition. Donc la première partie où on parlait de la fiche de personnage est disponible en haut à droite, quelque part en haut de l'écran. Vous pouvez cliquer sur la fiche et aller voir la première partie du carnet de règles. Sinon, aujourd'hui, on continue le tout en parlant spécifiquement des règles de jeu. Commençons par la partie qui sonne le plus règles de jeu, les jets de dés. Donc, le système utilise exclusivement des dés 10, mais il est important d'en avoir de 2 couleurs différentes. Donc, on va devoir reconnaître des dés spéciaux dans nos jets de dés, donc il faut être capable de les différencier. Donc, sur un jet, chaque 6 et plus, donc 6, 7, 8, 9, 10, équivaut à un succès. Donc, chacun va être un succès qu'on va comptabiliser indépendamment des autres. Chaque jet de dés nécessite un certain nombre de succès pour réussir. Donc, selon la difficulté, vous devez avoir besoin de 3 succès, 5 succès, 7 succès, etc. Donc, le nombre de dés 10 roulés équivaut au nombre de points mis dans l'attribut et dans l'habilité qui sont demandés par le maître de jeu. Aussi, chaque doublon de 10 compte pour un critique. Alors, on va doubler ces 2 succès-là qui vont devenir 4 succès. Ça semble un peu compliqué dit de même, mais c'est très simple quand il vient le temps de jouer. Donc, par exemple, je tente d'arracher une porte fortifiée de ces gonds et mon compteur me demande de faire un jet de force et d'athlétisme. Je combine le nombre de dés équivalent au nombre de points dans ces 2 éléments-là. Sur le jet, j'obtiens un 3, un 7, un 10 et un 10. Le 7 et les 10 sont des succès. Toutefois, comme j'ai 2 10, ils vont être doublés parce que les 2 ensemble font un critique. J'ai donc 5 succès au total. Il est possible de dépenser aussi des points de volonté afin de rouler les dés de nouveau. Il faut aussi considérer que votre vampire va toujours être grugé par sa bête intérieure, là, le monstre qui l'habite depuis qu'il est vampire, et cette soif de sang-là qui veut prendre contrôle de ses actions. Donc la soif, c'est un mélange d'appétit, de désir sexuel, de dépendance aussi. Donc c'est la voix du sang, c'est les griffes de la bête en vous qui tentent de prendre le dessus sur vos actions. Donc, elle appelle constamment le vampire par des murmures, des cris au besoin, des pulsions, des désirs. Tous les vampires se réveillent tourmentés par la soif et doivent tuer pour la faire taire complètement. Donc, pour ne plus avoir de niveau de soif, il faut tuer sa victime. Dans le jeu, la soif est représentée par un niveau de points allant de 0 à 5. Le vampire dont la soif est à 0, donc est totalement satisfait, tandis qu'un vampire dont la soif est à 5 est dévoré par son besoin de sang. Il peut pratiquement pas penser à autre chose que de se nourrir. La seule manière d'avoir une soif à 0, comme j'ai dit, c'est de tuer ses victimes et de boire la totalité de son sang. Si vous laissez votre victime en vie, vous aurez toujours un minimum de 1 point de soif qui va vous tenailler un petit peu dans vos... quand vous faites des jets, ça se peut que la bête ressorte un petit peu et tente de vous influencer. Donc, lors de vos jets de dés, vous devez remplacer vos dés normaux par des dés d'une autre couleur qui seront les dés de soif. Donc, ça équivaut à votre degré de soif. Donc, la plupart du temps, les dés de soif n'ont pas d'impact véritable, en fait, sur le résultat des jets. Ils se comportent sensiblement de la même façon que les dés réguliers. Donc, 6, 7, 8, 9, 10 sont des succès. Notez, par contre, qu'il n'est pas possible de rerouler les dés de soif en dépensant un point de volonté. La bête, elle n'en a que faire de votre raisonnement, de vos encouragements à recommencer. Une fois que le jet est fait avec ces dés-là, il est fait, on ne peut pas rebrasser les dés. Donc, une victoire critique incluant un 10 sur un dé de soif, donc un de vos dés de soif fait partie d'un doublon de 10, est considéré comme un triomphe brutal. Donc, le personnage réussit son action, comme avec une victoire critique ordinaire, mais
faut considérer que c'est l'animal en votre personnage qui réussit l'action et non pas votre vampire rationnel avec encore un peu d'humain en lui. Donc, la bête est probablement pas capable de se contrôler et d'anticiper non plus les conséquences de ses actions. Donc, si c'est la bête qui obtient une critique, ce n'est pas le vampire. Et ça va apparaître ou ça va se transmettre dans la manière dont la réussite est atteinte. Un jet qui échoue et sur lequel il y a au moins un des dés de soif qui est tombé sur un 1 va être un échec bestial. Donc, les 1 sont pas importants juste sur les dés ordinaires, mais les 1 sur les dés de soif sont vraiment graves si le jet est un échec au final. Donc, l'échec bestial, dans le fond, c'est soit la bête qui a fait échouer le personnage parce qu'elle s'est manifestée au pire moment possible ou à l'excès même, soit l'échec du personnage a mis sa bête en colère et elle va se manifester, encore là, au pire moment possible. La plupart du temps, la conséquence pour le joueur, c'est que son personnage va céder à une compulsion à laquelle le vampire devra répondre pour pouvoir retrouver son autonomie, son libre arbitre. Les compulsions peuvent être variées, peuvent vraiment être imposées par le compteur et la plupart du temps, je vous dirais, vont être en lien avec la compulsion propre à son clan de vampires. Donc, la volonté du personnage dont j'ai déjà parlé à quelques reprises, qu'on peut utiliser les points de volonté pour rouler de nouveau les dés. Donc, un joueur peut dépenser, comme j'ai dit, 1 point de volonté pour obtenir plusieurs effets différents. On peut dépenser 1 point de volonté pour relancer jusqu'à 3 dés différents, donc des dés ordinaires, pas des dés de sang. Il est aussi possible, pour la même somme, là, 1 point de volonté, de reprendre le contrôle de son personnage pendant un tour durant une frénésie, dont on va parler plus tard, ou lorsque son personnage perd son libre arbitre à cause d'une raison surnaturelle. Il est aussi possible que le personnage fasse d'infimes mouvements du bout des doigts ou cligner un œil lorsque son cœur est empalé par un pieu, qui l'amène dans une paralysie complète. Et donc, 1 point de volonté peut permettre de faire un infime mouvement pour montrer qu'il est encore conscient si les autres regardent attentivement. Finalement, il est aussi possible d'ignorer les pénalités dues à des dégâts de santé pendant un tour. Donc, si les dégâts de santé vous feraient boiter ou courir moins vite ou peu importe, c'est possible d'ignorer ces effets-là en prenant 1 point de volonté. Vampire la Mascarade, c'est pas un jeu dans lequel il y a nécessairement beaucoup de combats. Donc, des sessions de jeu complètes peuvent se dérouler seulement autour de magouilles politiques ou d'investigation. Par contre, quand il y a un combat, il va être assurément brutal et sanglant, considérant que vous êtes des créatures surnaturelles avec une force, la plupart du temps, surhumaine. Donc, dans le manuel de jeu, il existe 2 ensembles de règles pour les combats, qu'on va appeler ici conflits. Donc, le système de base et le système avancé. Dans le carnet de règles, je vais seulement traiter du système de base parce qu'il est amplement suffisant pour être capable de mener et jouer à des parties de Vampire la Mascarade. Bien que les conflits se gèrent avec le principe de tour, il n'y a pas de tour individuel dans le jeu. Donc, il n'y a pas d'ordre de jeu, d'initiative d'un joueur passe avant l'autre. Comment ça se passe? C'est que au début de chaque tour, en fait, le compteur va demander les intentions des personnages. Donc, ce tour-ci, votre personnage désire faire quoi? Le compteur va aussi établir les intentions des personnages non-joueurs et va ensuite établir quels sont les jets qui seront à faire. Donc, si vous voulez vous battre à main nue, ça pourrait être force plus bagarre. Quelqu'un d'autre, ça pourrait être force plus mêlée s'il veut se battre avec une arme contondante. Donc, il va établir tout le monde les jets qu'ils devront faire et en fonction des intentions, va déterminer l'ordre aussi des actions pour que ce soit logique. Une action plus longue va arriver après une action qui est très rapide, qui peut se passer immédiatement. Quand vous dites vos intentions, par contre, tenez pour acquis que tout se passe simultanément. Donc, c'est pas un moment où on peut vraiment avoir une grande conversation puis établir un grand plan de match. Tout se passe en même temps.
Chaque personnage en opposition directe durant un tour compare leur nombre de succès entre elles. La personne ayant le plus de succès remporte le conflit, du moins le tour en question, et la différence du nombre de succès entre les deux jets est soustrait du nombre de points de vie de la personne qui a perdu l'affrontement. Par exemple, je tente de sacrer un coup de poing dans la face à une goule qui, elle, tente de m'immobiliser. Mon compteur me demande de faire un jet de force plus bagarre et lui, de son côté, pour la goule, elle devra faire force et athlétisme. J'obtiens 4 succès, la goule en obtient 1, donc je remporte l'affrontement du tour et j'inflige 3 dégâts à la goule. Si ça avait été l'inverse, donc la goule avait emporté, elle aurait réussi à m'immobiliser, mais elle ne m'aurait pas fait de dégâts parce que ce n'était pas son intention. Donc les 3 points de différence, là, si ça avait été encore ça, n'auraient pas été appliqués en dégâts parce que c'est pas ça le but. Donc, si l'opposition cherche à faire une fuite ou une esquive, c'est pas une attaque, donc réussir le jet d'opposition veut dire qu'on réussit à fuir ou on réussit à esquiver, mais ça ne fait pas de dommages à l'autre personne. À noter pour les jets d'attaque à distance, avec une arme à feu, par exemple, la personne qui subit l'attaque fait toujours un jet d'esquive basé sur sa dextérité. Donc, si 2 personnes tentent de se tirer dessus l'une et l'autre, les 2 vont faire leur jet d'attaque et les 2 vont faire un jet d'esquive aussi. Donc, il n'y a pas d'histoire d'une arme à feu qui est plus forte que l'autre, donc il y a juste une balle qui touche. Les 2 balles peuvent toucher ou les 2 personnes peuvent réussir à esquiver l'attaque, la balle qui se dirige vers eux. Dans un coup, un personnage se fait simultanément attaquer par 2 autres personnes. Il va devoir faire des jets contestés contre les 2 attaques. À ce moment-là, il va prendre son pool de dés, dans le fond, dicté par le compteur, mais il va enlever un dé de ce pool-là, parce qu'il est quand même désavantagé, il est contre 2 personnes. Donc, le pool complet contre la personne A et la personne B, mais dans les 2 cas, on enlève un dé. Dans le cas encore plus difficile, qu'une personne tente d'attaquer plusieurs personnes en même temps dans un même tour, à ce moment-là, une fois que le maître de jeu va avoir établi c'est quoi le pool de dés, par exemple, je veux faire un coup de pied, balayer un coup de pied et attaquer 3 personnes en même temps. Le maître de jeu peut me dire que ça va me prendre dextérité et athlétisme, disons. Je prends mon pool de dés donné par ça et je le divise par le nombre d'attaques que je souhaite faire, le nombre d'actions que je tente de faire, et mon pool de dés serait donc divisé par 3, ce qui rend la chose très difficile à réussir. Les conflits physiques infligent donc des dégâts à la jauge de santé du personnage, et les conflits sociaux infligent des dégâts à la volonté. Les conflits sociaux sont souvent des arguments ou des conflits d'argumentation, du moins des conflits qui vont mener à une perte de reconnaissance ou une humiliation, ou la réputation de la personne peut être ternie à la suite de ça. Donc les conflits sociaux vont être souvent des affrontements verbaux où une des 2 personnes va en sortir avec une réputation ternie. Dans le jeu, finalement, il y a 2 types de dégâts, les dégâts superficiels et les dégâts aggravés. En étant vampire, plusieurs des attaques vont vous laisser que de faibles dommages, on s'entend. Les dégâts superficiels, pour des humains, bon, ça serait des bleus, des entorses, rien de menaçant la vie du personnage. Pour le vampire, en fait, toutes les armes ordinaires vont vous infliger des dégâts superficiels. Donc les armes à feu, un bat de baseball, même les couteaux, n'infligent que des dégâts superficiels. Durant un conflit social, les dégâts superficiels représentent l'embarras ou l'orgueil froissé. Donc, ça n'a pas des effets durables sur la réputation de votre personnage. Sauf avis contraire, vous devez diviser par 2 les dégâts superficiels avant de les appliquer à vos jauges de santé ou de volonté. Le vampire ou votre vampire peut guérir des dégâts de santé superficiels en se régénérant, en exaltant le sang. Une mécanique qu'on va voir un peu plus tard. Le vampire peut le faire à chaque tour de jeu durant le combat s'il le souhaite, au risque d'augmenter sa soif.
Pour les dégâts sociaux, un joueur peut retirer en début de partie le nombre de dégâts superficiels de sa jauge de volonté égal à son score de résolution ou de sang-froid. Les dégâts aggravés impliquent des os cassés, des plaies ouvertes, des blessures menaçant directement la vie du personnage, surtout quand on parle de personnages humains. Normalement, pour un vampire, seulement le feu, la lumière du soleil ou des griffes, des crocs de certaines créatures surnaturelles infligent des dégâts aggravés aux vampires. Au niveau social, les attaques qui vont révéler des secrets sur votre personnage ou des attaques venant d'amis proches ou de personnes en qui vous avez confiance peuvent faire des dégâts aggravés sur votre jauge de volonté. Normalement, les vampires peuvent régénérer un niveau de dégâts de santé aggravé chaque nuit, donc vraiment juste un niveau, un dégât de santé aggravé à chaque nuit en exaltant le sang, oui. Sinon, au début de chaque partie, une personne ayant agi conformément à son ambition lors de la session précédente de jeu peut régénérer un niveau de dégâts de volonté aggravé. Pour noter les dégâts aggravés, on fait des X dans les cases de la jauge correspondante. Pour les dégâts superficiels, on fait seulement une barre en diagonale. Si votre jauge de dégâts de santé se remplit de dégâts superficiels et aggravés, donc tous les carrés disponibles sont pleins, vous commencez à transformer les dégâts superficiels en dégâts aggravés. Donc toutes les barres qui sont seulement une diagonale, vous faites une deuxième barre pour la transformer en X. Lorsque votre jauge est pleine de dégâts aggravés, à ce moment-là, vous tombez en torpeur, donc un état de paralysie dans lequel votre vampire est conscient, mais ne peut pas ni bouger, ni parler, et il va être à la complète merci des personnages autour de lui. Un élément quand même évidemment central dans le jeu de Vampire la Mascarade, c'est le sang. Donc, le sang, c'est la vie, c'est votre non-vie aussi. Donc, à chaque fois qu'un vampire se réveille au coucher du soleil, qu'il fait appel à ses pouvoirs ou qu'il échauffe son sang de toute autre manière, il risque de réveiller sa soif. Donc, quand un vampire renforce ses attributs avec un coup de sang, prend des couleurs de la vie pour avoir l'air plus humain, ou utilise la plupart de ses pouvoirs, ou désire régénérer son corps qui est blessé, le joueur doit faire un test d'exaltation. Donc, un coup de sang, comme je viens de mentionner, c'est selon la puissance de votre vampire, qui est beaucoup en lien avec sa génération. C'est une mécanique qui permet d'ajouter un ou plusieurs dés à un jet impliquant un attribut. Aussi simple que ça. Si votre vampire n'est pas intentionnellement ramené à un semblant de vie, le corps du vampire est mort médicalement parlant. Donc, sa peau est pâle, voire grisâtre, sa chair est froide, il respire pas, bien entendu, son cœur ne bat pas non plus, donc il n'y a pas de sang qui circule dans son corps. Donc, la mécanique de prendre les couleurs de la vie permet à un vampire de faire circuler du sang dans les capillaires sanguins qui sont morts et atrophiés, là, mais permet dans le fond de faire circuler du sang sous sa peau, dans son cœur et sembler être humain pendant une nuit entière. Donc il reprend littéralement des couleurs d'un être vivant. Le processus fait aussi en fait que le vampire a un pouls, il va avoir une chaleur corporelle aussi, donc quand on le touche, on a l'impression de toucher un être vivant. Il va aussi avoir une respiration. Donc, un examen médical sommaire va pas détecter que le vampire est mort, mais toute procédure plus poussée, là, dans le fond, vont parvenir quand même assez rapidement à percer la supercherie. Donc, les vampires, de la même façon, ne peuvent pas utiliser des téléphones intelligents parce que ça fonctionne avec... peut pas utiliser des téléphones intelligents sans prendre les couleurs de la vie parce que l'écran fonctionne à l'aide de l'hydratation de la peau puis la conductivité de la personne vivante. Donc, sans les couleurs de la vie, vous ne pouvez pas utiliser de téléphone intelligent ou de tablette informatique ou de choses du genre. Donc, pour prendre les couleurs de la vie, il faut faire un test d'exaltation. Ensuite, pour régénérer des blessures, comme mentionné un peu plus tôt, un test d'exaltation est fait par point de dégâts superficiels que vous voulez guérir et ça peut être fait à tout moment. Ça peut être fait le matin quand vous vous réveillez, ça peut être fait durant le combat, après un combat, donc c'est vraiment à votre convenance.
Pour les dégâts de santé aggravés, le vampire doit attendre le prochain coucher du soleil, donc après son prochain jour de sommeil, et le joueur, doit faire 3 tests d'exaltation pour régénérer un seul dégât aggravé. Il n'est pas possible de régénérer plus d'un dégât aggravé par nuit. Pour le test d'exaltation, en fait, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Le joueur va lancer un seul dé. Sur un résultat de 6 ou plus, la soif du vampire ne change pas. Sur un résultat de 5 ou moins, donc un échec, le vampire gagne 1 point de soif. On se rappelle que votre vampire est ultimement motivé par sa soif et la bête qui est en lui. Donc, le vampire peut tomber en frénésie, qui est l'expression ultime, en fait, de ses instincts les plus ignobles liés à sa soif, et la bête qui est sans réflexion, sans remords non plus. Donc, un vampire en frénésie perd toute faculté de réflexion rationnelle et est motivé uniquement par la rage, par la soif ou par la panique. Ainsi, il revient à ses instincts de base, il va faire n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi, en son pouvoir pour détruire la personne ou la chose l'ayant provoqué, pour étancher sa soif ou pour échapper simplement à une menace. Donc, le tout se fait habituellement de manière très violente, avec beaucoup de dommages collatéraux autour de lui. Donc, dans ces moments-là, des bris de mascarade vont assurément être faits. Donc, pour résister à une frénésie, le joueur doit faire un jet de volonté dont la difficulté est déterminée une fois de plus par le compteur en fonction de l'intensité de la provocation. Le nombre de dés établi, dans le fond, par la réserve de volonté du joueur. Si par exemple vous avez 5 de volonté, vous allez ajouter un nombre égal au tiers arrondi à l'inférieur de votre niveau d'humanité. Donc, si votre humanité est à 7, vous divisez ça par 3 arrondi à l'inférieur, ça donne 2. Vous ajoutez 2 dés à votre réserve de volonté, qui est par exemple 5, donc ça vous remet à 7. Un joueur peut aussi choisir de chevaucher sa frénésie. Ça veut dire que vous allez délibérément choisir de succomber à cette frénésie-là. Donc, toutes les règles de frénésie demeurent. Vous devez remplir votre soif, détruire ce qui vous a fâché ou fuir. Mais le compteur va laisser le joueur jouer la frénésie par lui-même au lieu de prendre le contrôle du personnage. Donc, si le compteur a le contrôle du personnage, parce que le joueur a juste échoué son jet, le joueur peut dépenser 1 point de volonté pour reprendre le contrôle pendant un tour seulement. Donc, il y a 3 types de frénésie, comme j'ai dit. La frénésie de rage est déclenchée par une provocation. Donc, ça peut être une insulte, une humiliation, une agression. Dans cet état, le vampire va faire tout en son pouvoir pour mettre en pièces la cause de la provocation, puis quiconque se trouve sur son chemin aussi, ou est à proximité, ami ou ennemi. Donc, un vampire en frénésie peut être extrêmement dangereux aussi pour ses alliés. Une frénésie de soif est déclenchée par une tentation. La bête désire toujours avoir plus de sang. Donc, chaque fois qu'un vampire rate un jet d'exaltation, alors que la soif du vampire est déjà à 5, il doit faire un jet pour résister à une frénésie de soif. Durant une telle frénésie, le vampire cherche à boire du sang humain frais sur la source la plus proche. Encore là, même si c'est son attache, par exemple. Donc, il est possible pour le joueur de dépenser 1 point de volonté pour changer de cible, et on espère qu'il le fera, sinon il va tuer son attache. Mais la cible, amie ou non, va fort probablement mourir suite à cette frénésie-là. Finalement, une frénésie de terreur est déclenchée par un danger. Une menace peut être un rayon de soleil, peut être une flamme ou une flamme nue, par exemple. Aussi, si le corps du vampire subit des dommages sérieux, une frénésie de terreur peut être déclenchée aussi. Donc, durant cette frénésie-là, le vampire fuit la source de danger sans se soucier de ce qui se trouve sur son chemin, humain ou objet. Donc, il peut détruire des pans presque entiers de bâtiments pour fuir, peut faire revoler des civils au bout de ses bras en tuant par accident à l'occasion, juste parce qu'il cherche à fuir sans penser aux autres conséquences.
parlant de sang et de soif, le vampire va devoir s'alimenter éventuellement. Ça fait partie de son quotidien, je dirais, surtout s'il veut pas subir de frénésie ou s'il ne veut pas tomber en torpeur. Donc, le sang humain alimente le corps du vampire. Sans sang humain, un descendant plonge dans la torpeur, il va être immobile, impuissant. Donc, le vampire peut s'alimenter simplement pour rester en vie ou en non-vie, sans faire particulièrement attention à quelle source il s'abreuve. Donc, il peut prendre un passant ou par une méthode de prédation quelconque, mais sans vraiment s'intéresser au sang qu'il boit. Toutefois, certains vampires développent un palais particulier, on pourrait dire, cherchent des effets créés par les humeurs, les émotions, les hormones du calice, là, donc de la victime choisie. Donc, si un vampire boit une quantité suffisante de sang de sa victime, la résonance du calice remonte à la surface. Donc, on parle d'un goût très fort dans le sang, puis sous la forme d'images, de murmures, d'émotions, des souvenirs vivaces, dans le fond, de la victime vont venir au vampire, même une forme fantomatique ou des visions, des moments particulièrement douloureux de la victime, en fait, peuvent se manifester quand la perte de sang arrive proche du niveau fatal. Donc, tuer une victime donne toujours un buzz plus intense pour le vampire, plus long aussi, et donc la tentation est tout le temps un peu présente pour la bête de finir les victimes. Boire assez de sang de la victime fait pas juste donner une espèce d'effet de drogue au vampire, mais la résonance de la victime va modifier aussi légèrement la résonance du vampire lui-même. Donc, on dénote 4 types de résonances différentes qui, si on regarde l'histoire de la médecine, ont été associées à différents éléments, je pourrais dire. Aussi, cette résonance-là peut être présente en 3 tempéraments. Donc, fugace, intense et vif. Le tempérament fugace est présent sur le moment à cause d'un stimuli temporaire. Donc, les humains émotionnellement stables, en général, connaissent régulièrement des pics fugaces de chacune des 4 résonances. Être triste, être heureux, être sexuellement excité, donc peu importe, c'est des émotions, on pourrait dire, ou des états qui vont et qui viennent et qui sont présents dans la vie de chaque humain. Tempérament intense va dénoter un humain avec une forte tendance à une de ces 4 résonances-là. Donc, la résonance en question va être plus présente, mais va être beaucoup plus... On pourrait dire qu'elle va avoir le monopole chez cet être humain-là aussi. Donc, cette inclinaison peut être due à une maladie mentale, peut être due à l'âge, un traumatisme du passé, une dépendance, etc. Finalement, une résonance vive est si intense qu'elle crée une réaction carrément dans le sang et va être tout le temps extrêmement présente. Donc, au-delà de donner un goût au sang, une résonance intense donne un pouvoir aussi au sang, des avantages à certaines disciplines. Donc, vos pouvoirs vont avoir des bonus si vous avez bu assez de ce sang-là. Un tempérament fugace n'a pas d'effet mécanique en jeu, mais boire assez de sources avec ces résonances-là, même fugaces, vont vous permettre éventuellement de mettre des points dans les disciplines associées à ces humeurs-là. Finalement, on parle de boire, on parle de s'alimenter, on parle de peut-être tuer des calices, des victimes en les buvant. Il nous reste à parler de l'humanité de votre personnage et des flétrissures. Donc, l'humanité indique à quel point votre vampire est proche de sa vie humaine, de certaines personnes qui l'attirent vers la vie, vers la lumière, des préoccupations humaines en général. Donc, la plupart des vampires perdent leur humanité avec le temps, à la mesure qu'ils vieillissent et que tous les gens qu'ils connaissent, qui sont encore humains, meurent, et que la bête ronge leurs sentiments, leurs souvenirs, leurs liens avec le monde les entourant. Donc, habituellement, un vampire ou un personnage joueur, en fait, commence la partie avec une humanité de 7, et pour un vampire normal, on pourrait dire, puis si c'est vraiment un novice, là, tout juste étreint, un bébé vampire, là, on va voir des humanités de 8. Donc, c'est les 2 plus fréquents. Donc, la jauge d'humanité comporte 10 cases et il faut noter l'humanité en noircissant les cases de gauche à droite.
La corruption de l'humanité du personnage peut entraîner des flétrissures. Donc, s'il y a trop de flétrissures qui s'accumulent sans se repentir, sans réparation, l'humanité du personnage peut baisser. Donc, il faut noter les flétrissures en cochant les cases, blanches qui à partir de la gauche. Si un personnage viole un des principes de la chronique ou de ses valeurs personnelles, le compteur évalue la sévérité de la violation. Donc, une violation claire mais justifiable peut faire, donc qui est considérée minime, peut donner une seule flétrissure. En revanche, un acte véritablement mauvais, bestial, peut infliger 2 flétrissures ou plus même. Toutes les flétrissures restantes, après avoir coché toutes les cases blanches qu'il y avait sur votre jauge d'humanité, vont aller dans le fond dans votre jauge de volonté. Donc, vont vous faire prendre des dégâts de volonté et vont vous amener dans un état qu'on appelle de dégénérescence. Donc, c'est des dégâts de volonté aggravés, soit en passant, et votre vampire, dans le fond, va être submergé par les regrets et les remords, et vous devrez retirer 2 dés de tous vos groupements tant ou si longtemps que vous êtes dans cet état-là. Un personnage ayant une ou plusieurs flétrissures va devoir faire un jet de remords à la fin de la partie. Donc, il va prendre le nombre de cases blanches qui reste de sa jauge d'humanité, et c'est le nombre de dés auquel il a droit. S'il n'y a plus de cases blanches, vous avez un dé minimum. Donc, tout le monde a au moins un dé minimum pour faire ce jet-là. Si le jet de remords comporte au moins une réussite, donc ça prend seulement une réussite et vous effacez toutes, dans le fond, les flétrissures. Ça veut dire que votre vampire a ressenti suffisamment de culpabilité pour conserver son humanité actuelle. Si le joueur n'a pas de réussite, donc c'est un échec, dans le fond, la bête a gagné. Donc, le joueur perd 1 point d'humanité, puis, dans le fond, ensuite, toutes les flétrissures sont effacées. Ça fait le tour, quand même. Ça fait le grand tour d'horizon des règles de Vampire la Mascarade 5e édition. On a vu les jets de dés, on a vu comment s'alimenter, les effets du sang qu'on boit, on a vu qu'est-ce qui nous faisait peur, on a vu comment faire mal aux gens, comment qu'on gérait le fait qu'on se fasse mal, on a vu l'humanité, donc on a vu tous les aspects importants. Je vous dirais qu'en partie, tout ça, ça rime très bien, tout ça fonctionne très bien, il n'est pas lourd à gérer. Et toutes ces informations-là, ou presque, se retrouvent aussi sur votre feuille de joueur. Donc, ce n'est pas des milliers de règles à retenir. La majorité de toutes ces statistiques-là sont écrites, sont à votre disposition. Et sinon, ma vidéo est toujours prête pour que vous puissiez vous rappeler les différents éléments des règles de jeu si vous en avez besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Encore une fois, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez faire un petit retour sur la feuille de personnage, je le rappelle, la vidéo est en lien en haut à droite. Et sinon, si vous avez apprécié la vidéo, vous voulez voir d'autres carnets de règles, vous voulez voir d'autres vidéos sur Vampire la Mascarade 5e édition, vous restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos vont suivre sur les clans, sur l'histoire des vampires, sur les sectes aussi. Donc, des vidéos qui s'en viennent à ces sujets-là. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un petit pouce en l'air, c'est tout le temps encourageant pour nous. Et finalement, si vous voulez nous jeter quelques piécettes au visage pour nous encourager, vous pouvez venir sur notre Patreon. Et sur ce, je vous dis encore une fois, ayez beaucoup de plaisir, jouez les vampires, abreuvez-vous, et on se dit à la prochaine! Bye!